Les insectes, c'est des trucs pas sympas qui rampent, qui font des dégâts. C'est le cafard qu'on trouve derrière l'évier. C'est lié à des bestioles qui transmettent des maladies, qui sont des ravageurs de culture. Le quotidien du consommateur, c'est tout insecte volant qui risque de piquer, on sort la bombe, insecticide. Soit les gens ont une aversion pour les insectes, soit ils n'y connaissent rien et ils s'en fichent. Ils ont moins de sex appeal que les éléphants, les orang-outans ou les pandas. C'est très rare que les gens s'identifient à une limace ou oui, une sauterelle ou une blatte, quoi. C'est beaucoup plus difficile. C'est un massacre silencieux. L'industrie agrochimique est en train de faire disparaître le bruissement de la planète. C'est la pire extinction de masse que la planète ait vécue. Nous perdons des espèces à une vitesse que la Terre n'a jamais connue. C'est pire que la disparition des dinosaures. N'importe quel automobiliste qui a plus de 45 ans aujourd'hui, il sait qu'il y a un truc énorme qui a changé dans l'environnement. Tout simplement parce que quand on fait 200 km en voiture, il n'y a pas un seul impact d'insectes sur le pare-brise. Alors que quand on était gamin, qu'on partait l'été en vacances sur les routes, on ne pouvait pas rouler 2 heures sans qu'il faille s'arrêter pour nettoyer le pare-brise. Il y avait des insectes partout. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Le syndrome du pare-brise a été démontré par une étude allemande. En Europe occidentale, depuis 1990, 75% de la masse des invertébrés a disparu. En cascade, ce sont toutes les chaînes alimentaires qui sont menacées. Les rivières se vident de leurs poissons et le ciel de ces oiseaux. Un silence toujours plus profond menace forêts et campagnes. En cause, une nouvelle classe d'insecticides surpuissants mis sur le marché dans les années 90. Les néonicotinoïdes. Un concentré de chimie placé directement autour des graines. C'est une révolution quelque part agricole, très pratique pour les agriculteurs parce qu'on a un produit qui est extrêmement efficace et du tout. Ils disent qu'ils éliminent les ravageurs, mais ils n'indiquent pas qu'ils tuent tous les insectes, même les papillons et les abeilles. Alors que les dangers sont bien connus des scientifiques, ces neurotoxiques sont vendus comme une recette miracle aux agriculteurs. L'agrochimie et ses lobbies ont pris en otage tous les systèmes de contrôle scientifique et démocratique. Au nom du profit, quelques chimistes et hommes d'affaires se sont arrogés le droit de vie et de mort sur l'ensemble du vivant. Ça fait 19 ans que je suis agriculteur. La betterave a toujours été présente sur l'exploitation agricole. Déjà du temps de mon grand-père, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, quand lui s'est installé, il y avait déjà à l'époque de la betterave. Ça a toujours été une plante, une culture importante sur l'exploitation. Les pesticides forment une vaste catégorie. Les herbicides tuent les mauvaises herbes, les fongicides tuent les champignons, les rongicides tuent les rongeurs. Et puis il y a les insecticides qui tuent les insectes. C'est leur but, non? Les insecticides sont faits pour tuer les insectes. Les néonicotinoïdes, c'est vraiment un bijou de technologie aujourd'hui parce que vraiment la partie graine, c'est le noir. Là, juste autour de la graine, vous avez le traitement de semence. Ensuite, vous avez une couche d'argile. Et en fin de compte, à la fin, ça finit par une couleur qui est spécifique de chaque semencier. Et les bleus, c'est un semencier français. Si elles étaient oranges, ça voudrait dire que c'est un semencier allemand. Ces graines, dites enrobées, ont envahi les champs du monde entier.
Dans l'Union européenne, malgré de nombreuses interdictions, les néonicotinoïdes sont toujours utilisés. 130 dérogations ont été octroyées. En France, c'est le cas pour la betterave sucrière. Ces graines ont l'air inoffensives, elles sont toutes colorées, mais elles sont hyper toxiques. Les néonicotinoïdes sont systémiques. Une fois appliqués, ils se propagent partout dans la plante. Ils vont dans les feuilles, les tiges, les racines et les fleurs. Ce qui fait que la plante, quand elle pousse, chacun de ses tissus est imprégné par le toxique. Et donc la plante elle-même devient insecticide. À partir du moment où le neurotoxique est dans la plante, vous pouvez toujours laver les fruits et les légumes. De toute façon, c'est à l'intérieur. Les effets à long terme sur les humains, et notamment sur le développement des enfants, n'ont pas été étudiés avant leur homologation. Ces insecticides sont pourtant fabriqués à partir d'une substance neurotoxique bien connue, celle que contient le tabac. Tout le monde savait depuis très longtemps que la nicotine est un poison pour les insectes. Pendant des siècles, les fermiers ont broyé du tabac et l'ont utilisé comme pesticide naturel. Mais cela n'avait jamais été synthétisé comme traitement chimique, jusqu'aux années 80, quand la filiale japonaise de Bayer a créé une molécule stable, dérivée de la nicotine. C'est pour ça qu'on les appelle les néonicotinoïdes. C'est un chercheur japonais qui a fait cette opération finalement de construire avec 2 pièces de Lego, nicotine et acétylcholine, le premier néonicotinoïde. Cet ancien employé de Bayer au Japon répond pour la première fois à des journalistes étrangers. Ce chimiste a inventé l'imidaclopride. Ce néonicotinoïde, commercialisé par Bayer, est utilisé dans les rizières japonaises dès 1993. C'était 100 fois plus efficace que tous les autres insecticides, à tel point qu'on croyait qu'on se trompait dans les résultats d'analyse. On a donc refait plusieurs fois les tests, mais ça marchait toujours, même dilué. Tout le monde était excité en disant qu'on n'avait jamais vu un produit si intéressant. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Et j'ai dit à ma femme, j'ai enfin réussi. La particularité des néonicotinoïdes, c'est d'avoir permis l'enrobage de semences, c'est-à-dire ce traitement préventif, sans même savoir s'il va y avoir des ravageurs, qu'utilisent les agriculteurs lors du semis. La semence est traitée et plus de problème d'insectes ravageurs, qu'ils soient présents ou qu'ils soient absents. Cela fonctionne contre plusieurs types d'insectes, mais particulièrement contre les insectes qui sucent le jus des plantes. Allez là. Vous la voyez, hein 94, donc ça fait... Là, je suis à 18,8. Tous les 18,8 cm, j'ai une graine. En fin de compte, il n'y a que les insectes qui vont s'amuser à venir autour de la betterave, soit la piquer, soit qui vont essayer de manger les racines par en dessous, qui vont être impactés. Là, une fois que c'est couvert, les mouches, elles peuvent voler au-dessus. Si elles ne viennent pas s'amuser à piquer la betterave, il n'y a aucune raison qu'elles soient impactées. L'agriculteur ne veut pas tuer les insectes. Il veut simplement, et c'est parfaitement légitime, que sa culture principale pousse bien. Si beaucoup d'insectes meurent, c'est un effet secondaire qui n'est pas voulu. Le néonicotinoïde, en fin de compte, il protège en continu la plante, alors qu'un insecticide mis en foliaire
va impacter toute la surface et va surtout avoir une action courte durée, 1 semaine maximum. Cet insecticide fonctionne pendant 4 mois environ après son utilisation. Donc on n'a pas besoin d'asperger des insecticides régulièrement à chaque fois que les ravageurs apparaissent. Le produit est seulement posé à la racine. Quand on pulvérisait d'autres insecticides, seulement 10% atteignaient la racine. Donc le rendement est remarquable et efficace. Un des arguments, et qui est à mon avis d'ailleurs un argument recevable, est de dire en pulvérisant des produits insecticides sur les cultures, on expose à la fois les ouvriers agricoles, les exploitants, mais on expose aussi les riverains parce qu'on ne contrôle pas exactement la vitesse du vent à chaque moment de la pulvérisation. Donc l'idée derrière l'utilisation de ces produits néonicotinoïdes en traitement de semences, c'était de dire on contrôle beaucoup mieux finalement le destin du produit parce qu'il est dans la terre, il est absorbé par la plante. Une fois que la plante est récoltée, on n'en parle plus et il n'y a pas cette dispersion en fait, aérienne dans l'environnement. On peut dire qu'on a changé le système de riziculture. On ne voit plus les riziculteurs qui pulvérisent des insecticides. Leur travail est devenu plus simple et plus efficace. À leur apparition, les néonicotinoïdes semblent l'insecticide idéal. Et rapidement, une dizaine de molécules aux noms imprononçables, comme la clothianidine, le thiaméthoxam ou encore l'acétamipride, sont développées et mises sur le marché par une poignée de multinationales. Après quelques années, ce produit est immédiatement devenu un succès pour l'industrie agrochimique. At the end of the day, we want farmers to know they can count on this. We're doing everything we can to make their crops flourish. And it starts with seed treatment. BASF. We create chemistry. Il n'y a qu'un tout petit nombre d'acteurs. Syngenta, Monsanto qui a fusionné avec Bayer et BASF. Syngenta tiene la solución perfecta para tu soja. Cruiser Pack combina 3 moléculas fungicidas y un potente insecticida. On les surnomme les 4 fantastiques. Bayer a multiplié les stratégies pour influencer le public, en se présentant généralement intéressé par la vraie science et pas par le profit. We're Bayer, and we sell those crop protection products to farmers all over the world. Not because we're evil, but because deep down in our curious scientist minds, we know that plants can get sick, just as humans, and that we can do something against this. À l'échelle de la planète, 2 milliards d'hectares sont cultivés. Et les bénéfices sont immenses pour l'industrie agrochimique. Du Japon, les néonicotinoïdes gagnent l'Europe au milieu des années 90, avant de conquérir l'Amérique du Nord dans les années 2000, puis d'envahir la planète. De l'agriculture conventionnelle aux produits du quotidien, comme les traitements des rosiers ou les colis anti-puces, les néonicotinoïdes représentent désormais 30% des ventes mondiales d'insecticides. Le marché des néoniques pèse entre 3 et 4 milliards de dollars à l'échelle de la planète. Vous pouvez trouver des néonicotinoïdes partout dans le monde, dans une très grande variété de fruits et de légumes, de la vigne aux pommes de terre, de la betterave au maïs et au soja. Mais ils sont aussi utilisés en traitement antiparasitaire pour le bétail, pour les animaux domestiques parfois. Ils sont parfois utilisés en foresterie pour traiter les arbres contre certains insectes xylophages. Si bien qu'on en retrouve aujourd'hui à peu près partout, y compris dans des zones qui n'ont jamais été traitées. Au départ, l'hypothèse formulée par les fabricants était que ces insecticides n'avaient une action que chez les insectes et même que chez les ravageurs. Petit à petit, la recherche académique s'est rendue compte que ces néonicotinoïdes ont également des effets chez les vertébrés.
C'est par exemple le cas des oiseaux ou des amphibiens, les grenouilles, les crapauds. Ce qui semble faire la vertu des néonicotinoïdes, leur efficacité à long terme et à très faible dose, se révèle en fait une menace pour tous les écosystèmes. Ce lac japonais, où quelques pêcheurs partent encore chercher des palourdes, était autrefois l'un des plus poissonneux du pays. L'éperlan était le symbole de la culture culinaire de la région du lac Shinji. On pouvait le griller au charbon de bois, le mariner avec du riz au thé vert ou le mettre dans du bouillon. Au lac Shinji, on faisait de gros chiffres d'affaires grâce aux éperlans. À une époque, un seul filet remplissait le bateau. Rien que d'éperlans. En 1994, les éperlans ont tout à coup disparu. Cette disparition a complètement transformé le lac. J'en ai fait une dépression. Je n'avais jamais vécu ça auparavant. Surtout, on ne savait pas ce qu'il se passait. Pour expliquer ce mystère, les autorités locales ont missionné une étude scientifique de l'université de Tokyo. 25 ans après la brutale disparition des éperlans, Masumi Yamamuro et son équipe ont fini par isoler le coupable. La température de l'eau du lac n'avait pas varié. Il n'y avait pas non plus de changement dans la teneur en sel. Mais on a remarqué que c'était au moment de la première utilisation des néonicotinoïdes. L'imidaclopride a été homologué pour les rizières en novembre 1992 et on a commencé à l'utiliser au printemps 1993. Dès sa première utilisation, le zooplancton a diminué d'un seul coup. Ces insecticides adorent l'eau. C'est comme ça qu'ils grimpent à l'intérieur de la plante. Ils aiment l'eau. Si vous en avez appliqué, que l'eau passe le long de cette plante, ils vont aussi se retrouver dedans. Ils adorent l'eau et s'y accrochent. C'est pour ça qu'on en retrouve dans tous les cours d'eau. Comme les néonicotinoïdes sont solubles dans l'eau, ils s'imprègnent aussi dans les plantes aquatiques. Les invertébrés qui se nourrissent de ces plantes sont alors empoisonnés. Puisque les sols sont contaminés, les eaux qui ruissellent dans ces sols sont contaminées, et en fait la contamination, elle est généralisée. En un instant, on a eu un changement écosystémique. En 1993, en utilisant uniquement 100 kg d'imidaclopride, on réussit à contaminer suffisamment les cours d'eau et le grand lac Shinji, qui fait 80 km², qui est un des plus grands lacs du Japon, pour que toute la pêcherie, tout l'écosystème lacustre s'effondre et que les poissons qui se nourrissent des insectes aquatiques disparaissent quasiment en une année. Ce que mes recherches ont révélé, c'est que les néonicotinoïdes, contrairement aux pesticides organophosphorés précédents, ne tuent pas directement les poissons.
Cependant, ils éliminent les invertébrés qui servent d'aliment aux poissons. Ces poissons sont donc aussi victimes des néonicotinoïdes. Partout sur la planète, les études scientifiques parviennent au même constat. Cette nouvelle classe d'insecticides provoque un déclin brutal de la biodiversité, jusqu'au cœur des zones protégées. Ist das richtig? Das ist die Ecke oder ist das für Fox? In diesem Wald haben wir eben auch. Dans cette forêt, nous avons installé des pièges. Wir hängen sie auf. Nous les accrochons au début du printemps, avant que les insectes ne sortent de leur hibernation. Winterruhe kommen. Wir leeren. Nous vidons les conteneurs toutes les 3 semaines. Les pièges ont un bocal de réception en haut et un bocal en bas. À l'intérieur se trouve un liquide de piégeage. Ensuite, les insectes passent dans de l'alcool à 100 degrés pour être finalement triés. Depuis 2008, ces scientifiques comparent chaque année les résultats de leur collecte. Dans les prairies, ils ont constaté une chute de 67% de la masse des insectes recueillis en seulement 10 ans. Leur travail est considéré comme une référence internationale. Nous collectons environ 800 000 insectes par an. Nous avons des milliers de pots de collecte et nous les conservons dans 2 grandes chambres froides où nous stockons les insectes. Pour les scientifiques, la disparition des habitats naturels, couplée à l'utilisation massive des néonicotinoïdes, a fait chuter les populations d'insectes dans des proportions jamais vues. S'il y a 30 ans, vous aviez dit à un entomologiste qu'on perdrait dans les 2 ou 3 prochaines décennies 80% de la biomasse d'insectes ailés en Europe, ça leur aurait fait éclater de rire. C'est impensable. C'est ce qui se passe dans le monde entier avec la biodiversité. Ce sont d'abord les espèces rares qui s'éteignent. La perte de biodiversité, ce n'est pas comme si on faisait clac et qu'une espèce avait disparu. Non, d'abord, il y a de moins en moins d'individus, ils ne trouvent plus de partenaires, puis il suffit d'un événement extérieur aléatoire pour conduire à l'extinction de la quasi-totalité d'entre eux sur un site. Étude après étude, après étude, après étude, et je pourrais continuer comme ça. Nous voyons que les insectes déclinent. Ils déclinent en diversité, ils déclinent en abondance. Ce qui veut dire qu'il y en a de moins en moins. Et s'il y en a moins, ça veut dire qu'il y en a moins pour polliniser et pour être mangés par les oiseaux. Un rouge-gorge, par exemple, a besoin de 700 insectes par jour pour nourrir sa progéniture. En détruisant toute la faune des insectes dont se nourrissent les oiseaux, ils ne trouvent plus à manger. Et les populations d'oiseaux se réduisent. Et c'est pareil pour les chauves-souris. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout disparaît. L'actuelle disparition des insectes, 8 fois plus rapide que celle des mammifères, est considérée comme la 6e extinction d'espèces de l'histoire. La plus rapide et la plus massive de tous les temps. La taxonomie, c'est en fait compléter le dictionnaire du vivant. Donc, c'est-à-dire qu'on va donner un nom aux espèces. Avec ce nom, va correspondre une description qui est l'équivalent de la définition qu'on trouve dans leur dictionnaire.
qui était très intéressant pour moi, c'était de découvrir toutes ces formes qu'on ne peut pas apprécier vraiment à l'œil nu. Ça, c'est des petites punaises, et donc on voit un petit flocon blanc. Et quand on regarde ça sous le microscope, on dirait vraiment un vitrail d'église transparent. C'est vraiment des bêtes magnifiques. Et ouais, on ne s'en lasse pas de regarder ces bestioles-là. Pour les gens, les insectes représentent un monde à part, mais ils sont incroyablement fascinants. C'est un monde de formes absolument fantastique, quoi. Imaginez que les organes génitaux de ces bestioles-là, ça peut être si compliqué, avec des épines, des pointes, des organes en spirale dans tous les sens. C'est fou, hein, c'est fou. Ouais, pour le commun des mortels, c'est un peu... Waouh. Oui, ils sont bizarres, ils sont en train de parler de zizi d'insectes, là, et ça a l'air de bien les intéresser, ouais, c'est bizarre. Cette bestiole-là, elle sert à quoi? Ça, c'est vraiment la question de base quand on a affaire aux insectes. Quand on parle de protéger des lions, ça semble plus naturel. On ne se demande pas, ça sert à quoi un lion? Bon, je faisais une visite guidée dans un jardin participatif, et il y a de nouveau une dame qui m'a dit « Ah oui, mais... et c'était des abeilles solitaires en plus. » Et puis, mais elles servent à quoi? J'ai dit « Mais comme vous, à rien. » Et cette dame était un peu choquée au départ. Bon, après, quand je lui ai dit que moi, je ne servais à rien non plus, ça allait déjà un peu mieux. Mais pourquoi est-ce que ces bêtes doivent nous servir à quelque chose pour justifier leur présence, en quelque sorte, auprès de nous, comme si nous, on était l'autorité suprême, qui étions là pour juger les autres formes de vie et dire « Toi, à quoi tu sers? Oui, non, ça ne me sert à rien. Allez, tu dégages. » De quel droit est-ce que nous, on peut se permettre de faire disparaître tout ça? Ces bestioles ont autant le droit que nous de vivre sur Terre. Enfin, d'un point de vue un peu philosophique, pour moi, c'est inacceptable. À un moment donné, quelqu'un a décidé que pour être un bon fermier, vous deviez cultiver toujours plus simple et toujours plus gros. La taille des cultures a commencé à grossir pour donner ce qu'on appelle les monocultures. Et en prenant cette voie, c'est là que les problèmes ont commencé. Regardez, mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? C'est un désert. Ils ont tout tué, il n'y a plus rien de vivant ici. Que du labour et des monocultures. Si nous pouvons changer ça, nous survivrons. Si nous n'y arrivons pas, nous aurons de gros problèmes. J'ai une formation d'entomologiste. J'ai étudié les insectes pendant la plus grande partie de ma carrière. Et je dirige la ferme Blue Dasher dans le Dakota du Sud. Pour nous faire comprendre son travail dans sa ferme expérimentale, ce scientifique nous entraîne d'abord dans le champ de son voisin. Voilà, c'est ça l'agriculture conventionnelle.
Voilà à quoi ressemble le sol aux États-Unis. Il n'y a rien, aucune vie, tout tombe. Quand c'est sec, c'est juste de la poussière. Et la seule manière de faire pousser une plante, c'est avec de la chimiothérapie. Fertilisants, herbicides, insecticides. Plus vous avez des grandes parcelles, plus vous avez des systèmes qui sont mécanisés, qui sont industrialisés, bien plus vous avez de ravageurs mécaniquement, quoi. Dès que vous avez une culture sur de très grandes surfaces avec un seul type de plante, si un insecte débarque, il trouve un incroyable garde-manger tout prêt pour pondre ses œufs sur des centaines, voire des milliers d'hectares. C'est beaucoup plus facile pour un insecte ou une maladie de se répandre là où il y a tout ce qu'il faut pour se développer. Nous avons créé un système qui est parfait pour les ravageurs. On plante une seule espèce sur des millions d'hectares. Et plus on va dans cette direction, plus on élimine toute la vie sauf une espèce de plante. Et après, nous devons remplacer tout ce que la vie faisait naturellement. Toutes ces fonctions, fertilité du sol, contrôle des ravageurs, sélection naturelle des graines, contrôle des maladies. Et on remplace tout ça par un bidon parce qu'on est si malin. On a tout compris à ce que fait la nature. On emballe ça et on peut le vendre. Et petit à petit, on fait comprendre à l'agriculteur que à telle période, il doit utiliser telle substance, à telle période, il doit utiliser telle substance, et c'est devenu une habitude. Ça, c'est ce que nous combattons. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire. Il fait un peu froid ce matin, mais nous allons voir quel type de vie nous pouvons trouver ici. Oh mon Dieu, quelle beauté! Un ver de terre. Eux, ils sont vraiment importants. Pourquoi? Regardez ce qu'ils font dans ce terrain, comment la terre est fibreuse et aérée. Le sol est surtout composé de caca d'insectes. Donc nous avons besoin d'insectes dans la terre. C'est l'odeur que la terre avait quand j'étais petit. Ça, c'est de l'argile, c'est mort. Il n'y a plus de vie. Vous voyez la différence, combien cette terre est plus complexe? Qui aurait pensé que la terre serait aussi intéressante? Allez, retourne là-dedans, mon petit. Au boulot. Ce défenseur de l'environnement dirige la plus grande ONG de protection des insectes en Amérique du Nord. Nous avons un bourdon là. Je suis tombé amoureux des insectes parce qu'il y avait un petit coin de nature près de chez moi. J'allais attraper des lucioles la nuit, j'attrapais des papillons le jour et ils me fascinaient. Que font ces animaux? Pourquoi sont-ils là? C'est ce qui m'a poussé à devenir un écologiste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie sur la planète est d'abord représentée par les insectes. C'est vraiment ce qui domine la vie sur la planète. Ça devrait être un signal d'alarme parce que ces petits animaux nous rendent un immense service, jour et nuit. Day out. She's gonna go right out. On a l'impression que toutes ces petites bêtes qu'on appelle les insectes, il faut s'en débarrasser. En fait, c'est faux. La plupart des invertébrés qui vivent dans le sol ou des pollinisateurs nous rendent service. C'est un service gratuit dont on a bénéficié pendant des milliers, des millions d'années.
Sans les pollinisateurs, nous n'aurions pas la majorité de la nourriture que nous mangeons. Toute la faune pollinisatrice a son importance. Ça va être les papillons, ça va être les bourdons, les cirfes, les guêpes. Et selon la morphologie de tel ou tel insecte pollinisateur, ils vont avoir des spécificités de pollinisation. Ils vont aller sur tel ou tel type de fleurs. Ils sont responsables de la reproduction de 84% des espèces cultivées. La valeur économique de la pollinisation est énorme. Un rapport de l'IPBES parle de 577 milliards d'euros au plan mondial. Si vous voulez avoir des rivières propres, eh bien la plupart des invertébrés fonctionnent comme des filtres qui purifient l'eau. Au niveau de la décomposition, que ce soit des plantes ou des animaux, les insectes ont un rôle fondamental. J'aime dire que les plantes et les insectes forment le tissu de la planète. Un des services les plus méconnus est rendu par le gousier. Ce petit scarabée nettoie nos campagnes des excréments d'animaux, qu'il roule en grosses boules pour s'en nourrir et construire ses terriers. Un travail inestimable. En Australie, par exemple, quand ils ont importé le bétail européen, donc vaches, moutons, les bousiers d'Australie étaient adaptés, eux, aux crottes des animaux qui étaient là, donc koala, kangourous, marsupiaux, en gros, et pas du tout aux bouses de vaches ou aux crottes de moutons. Donc, à un moment donné, le sol australien s'est retrouvé recouvert d'excréments et ils ont dû importer des scarabées d'Afrique du Nord et d'Europe du Sud pour les introduire en Australie pour gérer ce problème d'excréments de bétail qui, sinon, c'est ingérable par l'homme. Si les insectes s'effondrent, c'est un petit peu comme la première couche d'un château de cartes qui s'effondrerait. Et nous, les hommes, nous sommes au sommet du château de cartes parce que nous sommes les super prédateurs. Je pense que nous allons tout droit vers une catastrophe. Nous sommes nombreux dans ce domaine à dire qu'il faut penser l'agriculture différemment. Dans la plaine du Pô, l'une des régions agricoles les plus productives au monde, un drôle d'ingénieur agronome propose depuis bientôt 40 ans une solution radicalement simple. Ici, ce sont des parcelles qui sont suivies depuis 1984. Et depuis 1986, il n'y a pas eu de traitement insecticide. Notre aventure a commencé il y a de nombreuses années. Nous parlons du début des années 80. Nous sommes entrés dans des fermes pour demander à évaluer l'utilité de ces produits, qui étaient alors utilisés comme s'ils étaient des inventions merveilleuses. Nous avons divisé les champs en parcelles. Une parcelle témoin, sans aucun type de traitement, et une parcelle avec un traitement chimique standard. On fait des parcelles traitées et des parcelles non traitées, répétées à grande échelle. Et après, nous allons voir les dommages sur les plantes et si le rendement des parcelles non traitées a été inférieur par rapport aux parcelles traitées. En résumé, test après test, nous avons trouvé continuellement plus d'épis de maïs sur les parcelles non traitées que sur celles traitées. Regardez quel épi de maïs. Comme vous voyez, le maïs est magnifique. Il est bien rempli. La plante a donné un très bel épi. La graine qui n'est pas enrobée va donner une meilleure performance quand elle est toute nue, sans rien qui la dérange.
En parallèle, Lorenzo Furlan a développé un système de trappes à enfouir dans le sol avant le semis pour vérifier les risques d'apparition d'insectes ravageurs. On utilise des pièges pour capturer les larves. Après 10 jours, on ouvre les pièges qui sont retirés de la terre et on regarde dans la masse végétale. On peut trouver des larves de coléoptères. Ces larves sont toutes de l'espèce Agriotes sordidus. Et en fonction de leur nombre, nous pouvons établir si le seuil de risque est dépassé. Dans 99% des parcelles que nous avons suivies, semées depuis des décennies, il n'était pas nécessaire d'utiliser un néonicotinoïde. Mais il n'était pas nécessaire d'utiliser un autre insecticide. En fait, il n'y a jamais eu besoin du moindre insecticide. Point final. Le même travail, en fait, a été fait au Canada, sur le soja, ou de la même manière. On se rend compte que dans 95% des cas, ces produits ne servent à rien puisqu'il n'y a pas les ravageurs contre lesquels ils sont censés lutter sur les parcelles traitées. C'est inadmissible que pour un risque de 1%, on traite l'ensemble du champ avec un impact environnemental élevé, des coûts élevés et aucun bénéfice pour l'agriculteur, et encore moins pour la communauté. Je pense que le problème des pesticides, c'est qu'ils nous ont permis d'avoir l'esprit tranquille. On n'a plus à se demander quel ravageur pourrait surgir, il suffit de mettre des produits chimiques pour tous les tuer. En fait, les néonicotinoïdes, c'est plus une assurance, en quelque sorte, que des produits qu'on utilise pour lutter contre un ravageur. Pour moi, me disait le bon sens du paysan vénitien, pour moi c'est une forme d'assurance. Balancer des insecticides, c'est l'assurance que mon maïs me rapportera de l'argent, parce que c'est garanti que les plantes sortiront de terre. En agriculture, on parle d'usage prophylactique. Vous l'utilisez au cas où un problème survienne. C'est exactement comme si je vous disais, vous allez avoir un enfant, du moment où il naît, il va falloir le mettre sous prophylaxie antibiotique, de manière à ce que vous soyez certain qu'il n'ait pas d'infection. Et vous allez le conserver sous prophylaxie antibiotique jusqu'à la fin de sa vie. Comme ça, tout au long de sa vie, il sera protégé. Et il n'aura pas d'infection bactérienne. Donc si un médecin vous dit ça, vous allez vous dire, il est fou. Tout le monde sait que les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Pourquoi ? Parce que ce faisant, on favorise la résistance des bactéries. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en agriculture. Alors c'est venu spontanément. J'ai répondu en dialecte vénitien, « Tu veux une assurance ? Je te la donne, à condition que tu ne mettes pas de pesticides. C'est moi qui te donne l'assurance. » Et c'est comme ça que j'ai commencé les paris. Je mettais sur la table, avant le semis, à l'époque c'était 300 000 ou 400 000 lires italiennes. Si tu as des pertes, tu gardes l'argent. Si tu n'en as pas, tu me les rembourses et tu m'invites à dîner. Et j'ai fait ces paris dans plein de fermes. Et je les ai tous gagnés. Pas parce que j'étais intelligent, mais parce que le risque était extrêmement bas. La probabilité de gagner était de 9 sur 10, voire de 9,8 sur 10. Et après, j'ai essayé de transformer ce système de paris en une solution à proposer à tous les agriculteurs. Avec des investisseurs, cet ingénieur agronome a créé en 2014 un fonds mutuel qui fédère près de 50 000 hectares de terres agricoles. Cette ferme, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, a été l'une des premières à suivre les conseils de Lorenzo Furlan. Depuis 35 ans, aucun insecticide n'est utilisé sur les 60 hectares de maïs cultivés. Une économie importante pour ce paysan, puisque dans la plaine du Pô, le coût d'un traitement chimique est d'environ 40 € par hectare.
fait 40 fois par 60. 2400. Et ça, c'est seulement pour le maïs. Et ensuite, multiplié par 35 ans, ça ferait combien? 87 500 €. Ils remplacent les insecticides par une bonne gestion. Ils remplacent les insecticides par de la vie sur leur ferme. En faisant ça, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin d'insecticides. Ce n'est pas une décision idéologique pour ces hommes et ces femmes. C'est une bonne décision économique. Pour une cotisation d'environ 3 € par hectare, 3 € contre 35 ou 40 € pour un traitement insecticide, eh bien, vous êtes couvert pour n'importe quel dommage qui pourrait survenir entre la semence du maïs et l'apparition des 8 premières feuilles. Tout ce qui peut survenir de négatif et qui peut demander un nouveau semis ou produire une réduction du rendement est couvert par le fonds mutuel. Ce fonds n'a jamais perdu d'argent. Sur ce modèle, cette ferme produit également de la betterave sucrière depuis plus de 20 ans, sans avoir recours aux néonicotinoïdes. Pourquoi ces produits chimiques sont-ils en vente libre? Pourquoi les fermiers les utilisent-ils? Cela s'explique par les relations personnelles. Parce que l'industrie chimique a implanté dans chaque communauté agricole un représentant, un vendeur. En réalité, l'immense majorité des techniciens qui entrent dans les fermes sont des techniciens qui vendent quelque chose. Et ces gens dans les coopératives, ce sont des conseillers en semences. Et ce sont des gens en qui tout le monde dans la communauté agricole a confiance, car ils ont grandi ensemble. On a semé dans leur esprit l'idée que produire sans recourir à la chimie de synthèse est une utopie. Plus vous en consommez, plus il vous en faut. Et à qui profite cette addiction? Pas à celui qui est dépendant. Et aujourd'hui, les fermiers sont accros. Mais à ceux qui vendent la drogue. Quand vous avez des industriels qui sont aussi puissants que Bayer, que Syngenta, que BASF, et qui vendent un produit, croyez-moi, ils ont la force de vente pour réussir à écouler leurs produits. Pas parce que le produit est absolument nécessaire ou utile, mais simplement parce qu'ils veulent le vendre. Ces entreprises qui produisent les néoniques ont une obligation envers leurs actionnaires de maximiser leurs profits, que ce soit de petits actionnaires ou des fonds de pension. À cause de cette pression des investisseurs, cette obligation de produire des dividendes, les entreprises se voient obligées de continuer à vendre des produits comme les néonicotinoïdes. C'est aussi un marché de rente. C'est-à-dire qu'en fait, on est assuré de prélever 30 ou 40 € à l'hectare, tout simplement parce que tout le monde traite de manière préventive. Donc en fait, c'est une très bonne affaire. On peut prévoir comme ça, on peut avoir une visibilité sur les profits qu'on va réaliser d'une année sur l'autre. C'est un système qui a été mis en place depuis très longtemps, qui est maintenant tellement complexe que vous ne voulez rien changer, car tout le monde gagne bien. L'agriculture rapporte gros. Ce système agro-industriel est hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Les usines et les substances qui ont servi à fabriquer des armes pendant le conflit sont progressivement recyclées pour produire des engrais et des pesticides.
Et à partir de 1945, c'est la fin de la guerre et il y a des stocks. C'était des stocks de phosphate de nitrate. Et donc on a utilisé tout ça, parce qu'on ne savait plus quoi en faire. Et puis comme il faut nourrir les populations, réagir d'urgence, c'est devenu en fait la nouvelle base, le nouveau fondement de l'agriculture. Et c'est quelque chose qui commence parce que les chimistes ont aussi développé des gaz de combat, qui sont des gaz neurotoxiques, qui vont être utilisés, réadaptés pour lutter contre les ravageurs, contre les insectes. Avec le développement de cette industrie chimique, désormais sortie de l'économie de guerre, la connaissance chimique s'est développée en parallèle de la capacité industrielle. Il est devenu possible de chercher de nouvelles molécules, de les synthétiser et ensuite de les produire à grande échelle. It begins with the war-born development of DDT. It came from laboratories where top scientists from famous universities and from industrial and government organizations collaborated to develop something new and different. They succeeded. They perfected... Le DDT, c'est le dichlorodiphényltrichloroéthane. C'est un insecticide miracle. Even the streams are disinfected. Tons of DDT are used in this fight against the dread disease, whose principal target is the young. Again, war has contributed one of its discoveries to save life. Vous pulvérisiez du DDT sur les champs, sur n'importe quelle culture. Vous utilisiez du DDT à la maison pour tuer les cafards. Il y avait un usage complètement irréfléchi. C'était utilisé partout. It is so easy to apply because of a new efficient dispenser package. All people have to do is to press the patented top like this. It's a handful of concentrated death. On a un bon exemple avec le DDT. Le DDT a valu un prix Nobel à M. Müller, alors que 30 ans plus tard, la même substance a été interdite dans le monde entier. L'utilisation massive du DDT permet alors d'éradiquer les moustiques porteurs de la malaria en Europe et aux États-Unis. Pour démontrer que le produit est inoffensif, certains de ses promoteurs vont jusqu'à en manger pour convaincre les populations du tiers-monde de s'en servir. Et pourtant, très vite, les scientifiques constatent des effets secondaires totalement imprévus. Certaines espèces ont complètement disparu. Enfin, le faucon pèlerin qui était présent à l'époque sur la côte Est a complètement disparu avec le DDT. Il n'y avait aucune notion du fait que l'exposition chronique des humains à cette substance, à ce produit, pouvait poser problème. Dans les années 70, le DDT, reconnu comme cancérigène et reprotoxique, est interdit dans de nombreux pays. Mais les industries sont déjà à la recherche de nouvelles molécules pour le remplacer. Et l'histoire semble se répéter. Au fil du temps, on a commencé à se dire « et si on trouvait de meilleurs pesticides ?» Et dans leur quête de ce produit, les compagnies agrochimiques ont inventé ces insecticides néonicotinoïdes. Aujourd'hui, personne ne meurt en dispersant des insecticides. Je préfère penser aux humains en premier, avant les insectes. Contrairement à leur action contre les insectes, la toxicité est très faible pour les mammifères. On peut dire que le ciblage est très précis. Du coup, c'était le produit miracle. Ni trop fort, ni trop faible. L'équilibre parfait pour un pesticide capable de se débarrasser efficacement des insectes, mais sans affecter les mammifères ou les humains.
c'est le top du fruit de la recherche sur les insecticides. Les fabricants ont réussi à synthétiser des molécules extrêmement toxiques. Pour donner un ordre de grandeur, je dirais par exemple que pour les abeilles, les néonicotinoïdes sont entre 7 et 8 000 fois plus toxiques que ne l'était le DDT qui a été interdit dans les années 70. Ce chercheur japonais, il a été fortement récompensé pour cette innovation parce que c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau et d'extrêmement efficace contre les ravageurs. C'est important qu'on reconnaisse mon travail. C'est comme si j'avais reçu une médaille d'or aux Jeux Olympiques. À cette époque, les néonicotinoïdes passent avec succès tous les tests d'homologation, car ceux-ci ne sont pas adaptés à détecter leur toxicité, notamment chronique et à dose infinitésimale. Les tests se font principalement sur des rats, qui ne sont pas affectés par ces nouveaux insecticides. Les néonicotinoïdes arrivent donc en Europe au milieu des années 90 et sont notamment utilisés dans les champs de tournesol, des plantes à fleurs dont les abeilles raffolent. En fait, je suis née parmi les abeilles, puisque l'apiculture, c'est des deux côtés pour mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Tout ça, c'est du couvain à naître. C'est-à-dire, on dit du couvain operculé, c'est-à-dire que bientôt, ça sera de nouvelles abeilles. Il faut 21 jours pour une naissance d'abeille. Et après, la durée de vie de l'abeille, c'est 4 à 6 semaines maximum en saison de production. Et c'est dans la dernière partie de sa vie que l'abeille est butineuse. Tout le reste de sa vie, ça se passe à l'intérieur de la ruche ou en tant que gardienne à l'entrée de la ruche. À partir des années 95, quasiment tous les apiculteurs en zone de grande culture en France faisaient le même constat. Des abeilles mortes à l'entrée des ruches, des dépopulations de butineuses au moment de la floraison des tournesols. Moi, je me suis vue marcher sur des tapis d'abeilles mortes dans nos ruchers. Ça craquait sous les pieds. Si nos abeilles faisaient 400 kilos comme une vache dans un pré, on nous aurait peut-être pris au sérieux plus rapidement. Nous étions victimes, mais nous avons dû apporter la charge de la preuve. Donc là, il a fallu recourir à la compétence scientifique. Alors, on va regarder comment les abeilles se comportent et si elles ont faim. J'ai mis une infime quantité, juste une tête d'épingle de néonicotinoïdes, de clothianidine exactement, et je l'ai mélangé à une goutte de miel. C'est un rapport d'1 milliardième ce que je viens de mettre. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une goutte d'eau dans une piscine. Voilà le genre de volume dont on parle. Avec l'empoisonnement aux néonicotinoïdes, ce qui se passe, c'est que l'insecte commence à convulser. Les abeilles ont la langue qui sort. Regardez ça. Ses pattes sont toutes dures. Tous les muscles de son corps sont contractés. Elle ne peut plus bouger. Tous les nerfs de son corps se tendent en même temps. Et elle meurt d'épuisement. Celle qui a reçu un petit peu de toxique, alors elle bouge vraiment plus. Elles ont les ailes relevées, très haut, ce qui en général est un signe de tétanine et muscles de vol. C'est ce que j'appelle la crampe généralisée. À la suite des plaintes des apiculteurs, les firmes agrochimiques modifient les techniques d'enrobage des graines pour réduire la dispersion des néonicotinoïdes.
Mais les scientifiques continuent de constater des mortalités extrêmement élevées. L'aspect le plus insidieux des néoniques, c'est qu'ils ne vont peut-être pas toutes les tuer, mais ils leur font perdre leurs facultés cognitives. Ces effets que les scientifiques ont découverts, qui s'appellent sublétaux, c'est-à-dire qui ne génèrent pas la mort immédiate des abeilles, mais une mort lente. Elles ne retrouvent plus leur chemin, elles ne peuvent plus réguler la température de la ruche, elles oublient comment être des abeilles. C'est l'Alzheimer des abeilles. Elles vont par exemple aller butiner les pétales de la fleur de tournesol, butiner des fleurons qui sont fanés. Et puis, elles vont se frotter les antennes, se frotter l'abdomen, avoir comme des convulsions, prise de tremblement. Et on les voit en train de butiner et tout d'un coup, hop, s'effondrer par exemple sur la feuille de la fleur de tournesol. Et puis descendre, et puis tomber jusqu'au sol et agoniser. Dès la fin des années 90, l'abeille devient le centre d'une bataille scientifique entre l'agrochimie et les chercheurs indépendants. En France, les premières études qui démontrent la toxicité des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs sont menées par Jean-Marc Montmatin. La première réaction des compagnies phytosanitaires, ça a été de dire non, 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 c'est pas possible, vous vous êtes trompés. Et de toute bonne foi, ils m'ont demandé de venir voir les résultats au laboratoire, ce que j'ai totalement accepté. Mais de façon surprenante, ils ne venaient pas s'informer des résultats, mais chercher l'erreur qui avait pu être la nôtre pour établir ces résultats. La stratégie utilisée, ça a été le mot multifactorialité. C'était trouver des alibis nombreux pour dire que non, les pesticides n'étaient pas en cause. Les problèmes étaient liés à différents facteurs. Dans le cas des insectes, c'est beaucoup le changement climatique, c'est l'urbanisation, c'est la perte d'habitat, c'est parfois l'éclairage nocturne. Et les gens discutent du rayonnement des téléphones portables, des lumières, des éoliennes et du changement climatique, évidemment. Des études peuvent conclure c'est la faute des pesticides, c'est irréfutable. Mais d'autres disent non, il y a d'autres facteurs. On a eu le parasite Varroa qui a eu beaucoup de succès dans les médias. The varroa mite is a relatively new parasite. It started to invade the hives of the western honeybee in the middle of the last century. Le varroa, c'est le premier argument facile pour dire c'est pas nous, c'est autre chose. Le varroa, c'est un parasite naturel. Bon, il se trouve qu'il y en a une espèce de varroa qu'on appelle le varroa destructeur qui nous vient d'Asie et qui a envahi les ruches européennes. Mais le varroa, c'est un parasite de l'abeille domestique. Donc on veut bien imputer une part de responsabilité au varroa, mais certainement pas la responsabilité de l'effondrement des insectes en général, des pollinisateurs en particulier, et des abeilles sauvages qui, elles, n'ont pas ce parasite-là. Cette stratégie de détournement de la cause réelle marche très bien avec les pesticides. Et donc, si une entreprise a un but précis, qu'elle souhaite se servir de la science pour atteindre cet objectif, la seule chose qu'elle a à faire est de financer des études qui montrent que c'est quelque chose d'autre qui tue les abeilles. C'est toujours facile de dire « nous avons besoin de plus de recherche ». Mais c'est aussi très dangereux, car en tant que scientifique, je peux bien sûr dire « très bonne idée, donnez-moi plus d'argent et je ferai plus de recherche ». Bayer ou Syngenta sont des multinationales tellement grandes, avec des dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires, que ces crédits scientifiques ne représentent rien, même pas la marge d'erreur sur un résultat trimestriel. Mais pour un scientifique, c'est beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que l'ensemble de la littérature scientifique commence à basculer. Et vous croulez sous cette littérature, ça dégouline de partout. Et elle dit, le varroa peut tuer les abeilles comme ça,
Le manque de fleurs dans l'environnement aussi. Et il y a une nouvelle maladie qui tue les abeilles, comme ça. Et tout à coup, vous regardez, d'un côté il y a quelques publications, alors que de l'autre il y a énormément d'informations. Donc ça doit être vrai. On peut commencer à parler de fabrique du doute, où le scepticisme scientifique, c'est-à-dire le doute méthodique, va être utilisé non pas pour consolider le savoir, mais au contraire pour le détruire. L'idée de la fabrique du doute a été définie comme une production culturelle de l'ignorance. Il y a même une discipline qui s'en occupe, qui s'appelle la notologie. C'est-à-dire réussir à faire ignorer ce que la science a démontré. C'est fait pour finalement démobiliser à la fois l'opinion et les décideurs. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis sur la table 50 causes possibles au déclin des insectes, eh bien vous ne savez plus exactement sur quelle cause jouer pour enrayer le phénomène. Ça nourrit l'immobilisme, le fatalisme et le fait que finalement on ne fait rien. Mais de temps en temps, il y a des scientifiques qui continuent de faire du bruit et refusent de se taire. Ils s'entêtent. Eh bien, dans ce cas, on les détruit publiquement. Ça faisait à peu près moins d'un an que j'étais sur le sujet. Et puis à un moment donné, dans une réunion du ministère de l'Agriculture, je critique le protocole expérimental qui avait été proposé par la société Bayer pour faire le clair sur un de leurs produits. Donc quelques mois après, je reçois un courrier d'un cabinet d'avocats représentant la société Bayer et qui me dit qu'elle tient mes propos pour diffamatoires. Ensuite, la société Bayer se réserve donc le droit de donner à ces faits des suites judiciaires qu'elles peuvent comporter, la diffamation étant un délit. Allez hop, on en rajoute sur une couche. Autrement dit, c'est la première menace et ça, traduit en termes beaucoup plus clairs, c'est taisez-vous, vous faites des découvertes sur nos produits, eh bien vous les tenez cachés. Ah, moi, j'étais sidéré. J'étais sidéré qu'on puisse faire ça. Moi, j'avais travaillé sur d'autres sujets qui ne représentaient pas d'intérêt économique. J'avais une idée assez idéale de la recherche et de la vérité en général. Comment une compagnie peut-elle venir interférer avec mes recherches dans mon laboratoire ? Il demandait au CNRS d'agir de son influence, donc le CNRS, le siège à Paris, d'agir de son influence sur moi pour que je ne parle pas aux médias, par exemple, alors que ces découvertes-là étaient importantes pour les apiculteurs en particulier. Tout a commencé quand nous avons découvert que les néonicotinoïdes ne servaient à rien pour faire pousser le soja, qu'ils tuaient les prédateurs des ravageurs, mais pas les pucerons. J'ai été embauché juste après mes études, au département de recherche du ministère de l'Agriculture. J'y suis resté 11 ans. Tout allait bien. J'avais reçu une médaille à la Maison-Blanche de meilleur jeune scientifique du pays. Le président Obama me l'avait remise. Et puis, nous avons commencé à poser les mauvaises questions, je pense. Le harcèlement a commencé doucement, avec des demandes de précision sur mes présentations ou mes publications, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et c'est devenu plus agressif. Ils ont commencé à me suspendre pour de toutes petites infractions. De l'administratif qui n'a pas été rendu à temps, des trucs dans le genre. Et puis ils ont commencé à convoquer mon équipe en demandant qu'est-ce que John a fait qui ne serait pas dans les règles ces derniers temps. On aimerait bien savoir. Et ils ont commencé à interroger les gens.
En faisant mon enquête, j'ai parlé à des dizaines de scientifiques. La plupart avaient peur de parler ouvertement. Et beaucoup refusaient d'être cités parce qu'ils avaient peur d'être poussés vers la sortie, de la même manière que Jonathan Lundgren au ministère de l'Agriculture. L'anxiété et la pression étaient devenues trop fortes. Et donc je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous ici? Et j'ai démissionné. Les gens savent que s'ils critiquent les secteurs qui rapportent gros, ils ne recevront plus de financement pour leurs recherches. S'ils critiquent les entreprises privées, toute leur université peut perdre de l'argent. Mes supérieurs ne cherchaient pas forcément à me nuire. Ils voulaient juste protéger les intérêts du ministère et mes collègues de travail. Salut tout le monde! Allez, vous allez sortir par là. C'est parti. Jonathan Lundgren dirige aujourd'hui une ferme pour mettre ses connaissances scientifiques au service d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Et prouver qu'il est possible de produire à grande échelle, tout en régénérant les sols. Ces pressions sur les scientifiques ont pour but de ralentir l'avancée des études d'impact sur la biodiversité. Les firmes agrochimiques savent parfaitement que l'avenir des pesticides, il est plus derrière elles que devant. Mais le tout, c'est de gagner un peu de temps. Parce que gagner un peu de temps, c'est gagner encore beaucoup d'argent. Pour homologuer des pesticides, c'est très rapide. Mais on met un temps fou à les retirer du marché. Le meilleur baromètre pour savoir si les stratégies de l'industrie de la chimie fonctionnent, c'est la régulation. C'est vraiment le cœur, c'est le cœur du réacteur en quelque sorte. Quand on cherche à savoir quel type de tests réglementaires ont été réalisés, par exemple, pour évaluer les risques de ces produits sur les abeilles, eh bien on se rend compte que ces tests ont été construits, ont été définis par les industriels eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Vous faites un test sur les abeilles en 24 heures. Vous avez très peu de mortalité d'abeilles. Vous attendez 3 fois plus, 3 jours, là vous commencez à avoir la mortalité. Si vous arrêtez le test au bout de 24 heures, tout va bien, il n'y a pas de mortalité. Vous faites valoir ça auprès des autorités, les autorités vous disent « bon, c'est bon, ça marche, on homologue ». On ne peut pas être jugé parti. Donc là, on est dans les conflits d'intérêts évidents. C'est non seulement le loup qui garde la bergerie, mais on autorise le loup à garder la bergerie après qu'il a mangé la moitié des moutons. Je peux vous assurer, et j'ai étudié la régulation et l'évaluation des risques des pesticides pendant plus de 20 ans, personne ne contrôle. Personne ne contrôle, c'est impossible. Vous avez des articles, des textes, des pages et des pages et des pages d'articles de base, d'articles nouveaux. Ouais, c'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est des milliers de pages. On doit passer tout ça là en revue pour dire quand on amende un texte, on va amender à tel niveau, on va passer de tel grammage pour autoriser tel produit à tel grammage pour autoriser tel produit. D'ailleurs, souvent, en fait, les gens se demandent pourquoi les agences réglementaires parfois laissent passer comme ça des produits qui sont problématiques, pourquoi est-ce qu'ils font ça, est-ce qu'ils sont corrompus, etc. En fait, quand vous voyez un dossier réglementaire de plusieurs milliers de pages, il faut des ressources humaines considérables pour faire un travail original, éclairé, sur une telle masse documentaire. Carsten Brühl est un chercheur repenti de l'agrochimie. Après avoir vu plusieurs de ses propositions d'analyse refusées par son employeur,
il a décidé de démissionner et poursuivre ses recherches à l'université de Landau. Après ma thèse de doctorat, j'ai été employé dans l'industrie des pesticides à la société Syngenta. J'étais en charge des études sur les insectes. Les autorités de régulation ont organisé des ateliers sur l'évaluation des risques pour les mammifères et les oiseaux. Parmi les thèmes, nous avons discuté. Est-ce qu'il y a une absorption par la peau des pesticides? Les grenouilles, par exemple, ont une peau naturellement en contact avec l'environnement. Fallait-il étudier cela de plus près? Mais personne n'était intéressé, ni les entreprises, ni les autorités d'homologation. Après avoir prouvé que les insecticides affectent les amphibiens, cet écotoxicologue mène désormais des études sur la dispersion des pesticides dans l'environnement et leurs possibles effets cocktails. Aujourd'hui, il prélève des échantillons autour de ce champ de betteraves néonicotinoïdes. Nous allons prendre des échantillons de plantes, ici, puis dans le champ d'à côté, et aussi des échantillons de terre. « 400 grammes. Nous sommes ici dans une zone où l'on cultive la betterave sucrière. Et potentiellement, si des pesticides sont appliqués dans ce champ, alors ces produits peuvent aussi se retrouver dans d'autres surfaces voisines, comme cette prairie ici. Dans une étude similaire, les premiers résultats sont sortis. Nous avons détecté de nombreux pesticides. Dans certains échantillons de sol, 10 pesticides différents et jusqu'à 30 pesticides par champ. L'homologation suppose qu'il n'y a qu'une seule substance dans l'environnement, mais ce n'est pas vrai du tout. L'environnement est plein de substances. On utilise tel pesticide pour tel ravageur, tel produit chimique pour tel autre ravageur, puis on met du fongicide, puis on traite pour telle maladie. Et on crée ainsi des cocktails chimiques dans l'environnement. Il n'y a aucune étude pour approbation qui se demande que se passe-t-il s'il y a 10 ou 20 pesticides différents? Comment se comporte alors le ver de terre ou l'insecte? Si on combine les effets de 200 produits chimiques, en termes d'évaluation des risques, ça fait 20 000 études d'impact. Qui va les faire? Et qui va les payer? On n'a aucune idée des effets réels de ces produits sur l'environnement. Ils sont très répandus dans l'environnement. Ils sont persistants. Ils sont systémiques. Donc ils deviennent incontrôlables. Ils se propagent partout. Ils entrent aussi dans la chaîne alimentaire. Lors de la dernière analyse que j'ai effectuée, j'avais moi-même 3 néonicotinoïdes dans les cheveux, que j'avais manifestement ingurgités par le biais d'aliments. Je vous mets au défi de faire un seul repas dans l'année sans consommer des néonicotinoïdes, que ce soit à travers les fruits, les légumes, les céréales, ou même le thé, le café, les jus de fruits. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se doute que les néonicotinoïdes ont des effets de perturbateurs endocriniens. Et ils sont liés aussi à l'apparition de cancers sur des organes comme le foie, la thyroïde, les testicules, les ovaires. Mais ce qui est apparu de façon plus inquiétante encore, ce sont les effets sur le neurodéveloppement. Donc la façon dont le cerveau se développe dès le stade fœtal, puis chez le jeune enfant. Les travaux les plus frappants, c'est les travaux qui ont été menés au Japon et qui montrent que dans le premier jet d'urine de la plupart des nouveau-nés, on trouve déjà des néonicotinoïdes. La raison pour laquelle j'étudie la relation entre l'eau ou les organismes environnementaux et les pesticides ou les herbicides, c'est parce qu'ils ont un effet nuisible sur les êtres humains. Le nombre d'anomalies comportementales provoquées par les maladies mentales chez les enfants a augmenté au Japon depuis 1993. Si on suivait la science sur cette histoire, ça fait très longtemps que ces produits auraient été absolument interdits. C'est là que les lobbies de l'agrochimie entrent en jeu. Leur objectif, bloquer toutes les tentatives d'interdiction de leurs pesticides.
L'influence des lobbies de l'industrie de l'agrochimie s'exerce plus ou moins de la même manière que celle de tous les grands groupes industriels les plus polluants. Le modèle, c'est celui qui a été développé par l'industrie du tabac. Depuis les années 50 et 60, les fabricants de tabac savaient que leurs produits créaient une dépendance et étaient mortels. Pour contrer toute possibilité de réglementation, de retrait ou de responsabilité de leurs produits, ils ont créé une ribambelle de cercles de réflexion, d'experts en relations publiques et autres, qui s'opposaient à toute étude scientifique démontrant les effets mortels du tabagisme. Pendant des années, ils ont dit « les cigarettes ne provoquent pas le cancer ». Ils ont fait défiler toutes sortes d'experts qui disaient « les cigarettes ne causent pas le cancer ». Ils ont ralenti toute réflexion pendant au moins 20 ans avec leurs experts qui disaient « nous n'avons pas assez de données ». Et c'est exactement ce que fait l'industrie des pesticides. C'est bon, la voie est libre. Il y a une espèce de croyance générale que la nourriture bio serait plus saine pour vous et votre santé, et meilleure que ce que vous achetez au supermarché du coin. C'est vraiment n'importe quoi. Si vous allez dans un supermarché bio, vous comprenez pourquoi on a fondé l'ACSH. L'ACSH, l'American Council on Science and Health, qui est financé par les agrochimistes et qui propage un discours qui est systématiquement favorable aux pesticides, aux biotechnologies végétales, à l'agriculture industrielle, etc. Il a été créé en 1978 par un groupe de scientifiques de haut niveau. Ils étaient mécontents de la façon dont la science, la chimie et la médecine étaient présentées dans les médias. Notre credo, c'est de défoncer les fake news. Bon sang, qui achète une carotte 2 $? Ça vaut 4 centimes. Ces organisations financées par l'industrie façonnent l'opinion publique, façonnent le discours autour de ces thèmes très controversés. La CSH en fait définitivement partie. Voilà un courriel fascinant de Monsanto. On y voit un cadre de Monsanto qui explique que Monsanto devrait faire un don à la CSH. Parce que, et c'est écrit en gras et en majuscule, vous en aurez pour chacun de vos dollars avec la CSH. Et ils transfèrent des liens de la CSH, y compris leurs articles sur les néonicotinoïdes. Une fois, de temps en temps, au fil des années, on a pu recevoir de petits cadeaux d'une entreprise ou d'une autre. Mais ça ne m'empêche en aucun cas de les critiquer si je pense que ce qu'elles font n'est pas bien. Quand vous prononcez le mot « chimique », ça fait peur aux gens. Ces produits chimiques sont présents dans l'eau, un bras va vous pousser dans le dos. Toutes ces peurs dont vous entendez parler à propos des différents produits chimiques ou médicaments sont la plupart du temps injustifiées, mais ça fait des gros titres pour la presse. C'est une force que l'on ne voit pas, mais qui participe, j'ai envie de dire, dangereusement de la démocratie contemporaine. Si vous essayez de cultiver sans pesticides, ça va être difficile. Tout va être mangé par les parasites. Je trouve cette affirmation au-delà de toute réflexion rationnelle. En italien, on dirait que c'est une putain de connerie, si vous me permettez l'expression. Certains des insecticides qui sont utilisés, je ne voudrais pas m'asperger le visage avec ça.
C'est sûr, c'est dangereux. Mais bon, la plupart des gens ne se baladent pas en s'aspergeant le visage avec des neurotoxiques. Peu de gens font ça. Quand j'entends des scientifiques payés par Bayer, payés par Monsanto, BASF, qui vous voulez, dire « Non, non, nos produits ne tuent pas les abeilles », eh bien, il faudrait les mettre face à leurs responsabilités et leur dire « Vous avez menti, vous êtes pénalement responsable de ce mensonge ». Quand j'entends dire « Non, non, ça ne pollue pas les sols », là aussi, c'est pareil, vous avez menti. Et c'est le principe de responsabilité pénale devant une cour de justice qui permettrait des condamnations, résoudrait beaucoup de choses. Face aux milliards de l'industrie agrochimique, les ONG de défense des pollinisateurs travaillent avec des moyens dérisoires. Béatrice Robrol-Marie a créé une association pour alerter les pouvoirs politiques français et européens. Faudrait mieux mettre un lien, non, cliquable ? Non, mais le lien, bien sûr. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on écrit alors ? Eh bien, Camille, si on disait « Ainsi, une seule voix peut permettre de sauver les abeilles », moi, si je suis ministre et que j'y connais rien et que mon attaché parlementaire, il y connaît pas plus, je sais pas ce que je vais accepter. Au début des années 2010, après plus de 15 ans de combat, les ONG comme la sienne pensaient avoir gagné. 3 des principaux néonicotinoïdes devaient être interdits. Et l'Union européenne s'apprêtait à se doter d'un nouveau système d'évaluation des risques. En 2013, l'EFSA, donc l'autorité réglementaire européenne, a fait travailler un groupe d'experts indépendants pour les autorisations de mise sur le marché. Et ce groupe d'experts a rendu un avis de 250 pages pour dire que ces tests sont aveugles. Il faut recommencer. En 2014, nous avons eu donc la présentation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments des nouvelles normes d'évaluation du risque pesticide sur les abeilles. Et ça, c'était une immense victoire. Ce document, qui aurait pu être adopté par les États membres tel qu'il était, il a été mis sur la table à plus de 30 reprises. Et aujourd'hui, il n'est toujours pas adopté. L'industrie critiquait le niveau de protection, qui aurait mis en danger la commercialisation de beaucoup de leurs pesticides. Dans un courrier à la Commission européenne, le syndicat de l'agrochimie se plaint alors que 65 des 67 de leurs principaux produits ne passeraient pas ces nouveaux tests. Pour ce député européen, classé comme personnalité à surveiller dans les fichiers de Monsanto, les lobbies ont utilisé de tous leurs moyens de pression. Cet ancien président de la commission d'études sur les pesticides les soupçonne même d'avoir piraté sa boîte mail. On s'est rendu compte que c'était tous les courriers électroniques qui m'étaient adressés, qui contenaient le mot cancer, qui étaient déviés dans une corbeille. Voilà, donc, pendant les 4-5 mois de travail, tous les rapports que j'avais eus avec les professeurs, les chercheurs, les scientifiques ou autres, parce c'était au cœur de la problématique, la question du cancer est posée en matière de santé humaine et de l'impact des pesticides, ne m'étaient pas parvenus. Au final, l'agrochimie a réussi à vider la réforme de sa substance. Les tests de toxicité les plus pointus ont tout simplement disparu et les taux de mortalité acceptés pour les abeilles largement relevés. Entre un parlementaire allemand qui a sur son territoire une industrie comme celle de Bayer, producteur mondial de produits phytopharmaceutiques, et qui du coup génère de l'économie, certes mondiale, mais également locale et territoriale. Et en termes d'emploi, c'est bien sûr loin d'être négligeable. Donc je peux entendre, pas le comprendre, mais entendre un parlementaire allemand qui n'a pas une vision holistique de la problématique, de dire, attendez, on ne va pas supprimer la vente des pesticides parce que ça va mettre en péril des centaines, voire des milliers d'emplois. Nous utilisons donc encore un schéma d'évaluation du risque qui est complètement obsolète. Même la France, qui avait défendu la réforme, fait machine arrière et réintroduit en 2020 les néonicotinoïdes sur dérogation. La réautorisation en France des néonicotinoïdes a été pour les apiculteurs un coup de massue. C'est une défaite pour l'environnement. En tout cas, c'est un grand pas en arrière qui est fait au niveau européen. C'est un pas en arrière juridique, scientifique, mais aussi démocratique.
Sans réforme de son système d'évaluation du risque, l'Europe se retrouve vulnérable à l'arrivée sur le marché de nouvelles molécules qui commencent déjà à remplacer l'ancienne génération de néonicotinoïdes, comme le sulfoxaflor ou le flupyradifurone. Ces compagnies agrochimiques savent que leurs produits ne vont pas se vendre éternellement. Donc elles en développent de nouveaux, alors que nous, on se bat pour interdire les anciens. Nous avons accumulé tellement d'expérience toutes ces années. Les produits qu'après tant d'efforts on arrive à faire sortir par la porte rentrent aussi vite par la fenêtre. J'ai inventé un autre insecticide, un nouveau néonicotinoïde, le flupyrimine, qui est moins dangereux pour les abeilles. Normalement, on peut en trouver aujourd'hui, car on a lancé ce produit l'année dernière. L'utilisation des insecticides et des pesticides, on sait très bien que c'est une course sans fin. Nous utilisons plus d'insecticides aujourd'hui que dans toute l'histoire de l'humanité. Nous devons, en tant qu'êtres humains, prendre des mesures parce que c'est un crime contre nos enfants et nos petits-enfants. Au Japon ou aux États-Unis, les néonicotinoïdes n'ont jamais été interdits. Dans les pays en développement, l'utilisation de ces produits chimiques favorise l'expansion de monocultures intensives qui participent à la déforestation et à l'éradication de millions d'espèces d'invertébrés.